Vous avez entendu parler des ombres qui dansent à la tombée de la nuit, des murmures que le vent emporte à travers la savane. Laissez-moi vous raconter quelque chose, une histoire qui a glacé le sang de mon village et qui, je vous le jure, est aussi vraie que la terre sous mes pieds. Ça se passe dans le village de Koyam, un petit amas de huttes en terre rouge niché au creux d'une vallée verdoyante. Là-bas vivait une jeune femme nommée Adama. Oh, Adama. Sa beauté était comme le soleil de midi, si éclatante qu'elle en devenait presque aveuglante. Ses yeux brillaient de malice et ses rires résonnaient comme des milliers de petites clochettes. Tous les jeunes hommes du village la désiraient, mais son cœur était déjà pris. Par Issa était fort, Issa était doux. Leur amour était pur, évident pour tous. Ils devaient se marier à la fin de la saison des pluies. Tout était parfait, trop parfait. Et puis, il y a eu la vieille Nanyamka. Elle vivait à l'écart, dans une case délabrée que même les chèvres évitaient. On disait qu'elle parlait aux esprits, qu'elle pouvait lire l'avenir dans les entrailles d'un poulet et que son regard pouvait faire cailler le lait. On disait qu'elle était une sorcière. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de couleurs sanglantes, Adama passa près de la case de Nanyamka. La vieille femme était assise sur son seuil, mâchant une racine amère. Elle a craché au sol et a lancé à Adama « Ta beauté est un vol. Tu as pris la lumière qui ne t'était pas destinée. Et ce qui est volé, la nuit vient toujours le reprendre. » Adama a ri un rire clair, un peu moqueur. Elle n'avait pas peur d'une vieille femme jalouse. Grosse erreur. Le lendemain matin, le village s'est réveillé sous un cri. Le cri d'Issa. Il a trouvé Adama dans leur case. Elle dormait, mais elle n'était plus la même. Sa peau, autrefois si lisse et lumineuse, était devenue terne, grise, comme la cendre. Et ses yeux si vifs étaient maintenant voilés, vides, comme s'il regardait à travers le monde sans plus le voir. Mais le plus terrifiant, c'était son reflet. Quand Issa a apporté un miroir, Adama a hurlé. Dans le miroir, ce n'était pas son visage qu'elle voyait. C'était celui de la vieille Nanyamka. La panique s'est emparée du village. Les guérisseurs ont tout essayé, les décoctions, les incantations, les sacrifices. Rien. Adama était prisonnière de son propre corps, portant le visage d'une autre dans son reflet. Pendant ce temps, quelque chose d'incroyable se produisait. La vieille Nanyamka, elle, rajeunissait. Chaque jour, une ride disparaissait de son visage. Sa peau se retendait, ses cheveux grisonnants retrouvaient leur noir d'ébène. Elle avait volé la jeunesse d'Adama, l'avait aspirée à travers le miroir de son âme. Le village était pétrifié. Personne n'osait affronter Nanyamka, qui se pavanait désormais, arborant une jeunesse qui n'était pas la sienne. Issa, fou de chagrin et de rage, a décidé d'agir. On raconte qu'une nuit de pleine lune, il s'est introduit dans la case de la sorcière. Il n'a pris aucune arme, aucun gris-gris. Juste un petit miroir de poche, celui qu'Adama aimait tant. Ce qui s'est passé ensuite, les versions divergent. Certains disent qu'il a forcé Nanyamka à se regarder dans le miroir, jusqu'à ce que son âme vole en éclats. D'autres murmurent qu'il a brisé le miroir sur son visage, brisant ainsi le sortilège. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au lever du soleil, Nanyamka a été retrouvée devant sa case. Elle n'était pas vieille, elle n'était pas jeune. Elle était devenue une statue de sel noir, figée dans un cri silencieux. Et au même instant, à l'autre bout du village, Adama s'est réveillée. Sa peau avait retrouvé son éclat, ses yeux leur lumière. Mais elle ne riait plus jamais de la même façon. Depuis ce jour, dans mon village, on ne laisse plus jamais un miroir découvert pendant la nuit. Car on ne sait jamais quelle âme jalouse pourrait chercher à voler votre reflet. Faites attention à qui vous souriez, et méfiez-vous de la beauté qui semble trop parfaite. Car la nuit vient toujours. Dans mon village, niché au cœur de la savane où le baobab murmure les secrets des ancêtres, on racontait une histoire qui faisait frissonner même les plus courageux guerriers. C'était l'histoire du vieux Bintou, le sorcier dont le nom était un sortilège à lui seul. On ne connaissait pas son âge. Certains disaient qu'il avait vu la première lune, d'autres qu'il était né d'une ombre et d'un éclair. Sa case était isolée, au bord de la rivière où les crocodiles semblaient être ses gardiens. Personne n'osait s'en approcher après le coucher du soleil. Sa peau était comme l'écorce d'un arbre millénaire, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans l'obscurité, comme deux braises ardentes qui pouvaient lire au plus profond de ton âme. Le vieux Bintou n'était pas méchant. Pas vraiment, il était juste, terriblement juste. Si tu volais le mil de ton voisin, tes propres greniers se vidaient mystérieusement. Si tu convoitais la femme d'un autre, une maladie étrange te clouait au lit. Il était l'équilibre du village, une balance invisible qui pesait les actes de chacun. Les gens le craignaient, mais ils le respectaient. Il était notre peur et notre sécurité. Un jour, un jeune homme arrogant nommé Kael revint de la grande ville.
Il avait appris à lire, à écrire, et il se moquait de nos traditions. Pour lui, le vieux Bintou n'était qu'un charlatan qui profitait de la superstition des gens. Pour le prouver à tous, il lança un défi insensé. Il cria sur la place du village. « Ce soir, j'irai dans la case du sorcier et je lui volerai son gris-gris le plus puissant. Vous verrez qu'il n'est rien d'autre qu'un vieillard sénile. » Un silence de mort s'abattit sur la foule. Les anciens supplièrent Kaël de renoncer, mais son orgueil était plus fort que la raison. La nuit tomba, lourde et pleine de présages. Armé de son courage et de son mépris, Kaël se faufila jusqu'à la case du vieux Bintou. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une simple lampe à huile éclairait la pièce. Le sorcier était assis sur une natte, le dos tourné, semblant méditer. Suspendu à un clou, un petit sac en cuir orné de coris et de plumes, le gris-gris légendaire. Kaël entra sur la pointe des pieds, le cœur battant à tout rompre. Il tendit la main, s'empara du gris-gris, et rien ne se passa. Le vieux sorcier ne bougeait pas. Un sourire triomphant se dessina sur le visage de Kaël. Il avait réussi. Il se retourna pour partir et se figea. Le vieux Bintou était maintenant devant la porte, lui barrant le passage. Mais ce n'était plus le même homme. Il paraissait plus grand, plus fort. Ses yeux n'étaient plus des braises, mais deux tunnels sombres qui aspiraient à la lumière. « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas, jeune homme », dit Bintou d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Mais ce n'est pas ce que tu as pris qui est important. C'est ce que tu as laissé. » Kaël, tremblant, regarda sa main vide. Le gris-gris avait disparu. Il regarda à nouveau le sorcier. Et là, il comprit. Le vieux Bintou tenait le gris-gris dans sa main, mais il ne l'avait pas repris. C'était le même gris-gris qu'il avait volé. Kaël regarda alors à l'endroit où le sorcier était assis, et il se vit. Il se vit lui-même, assis, le dos tourné, immobile, le regard vide. Il avait volé. Le gris-gris, oui. Mais en le touchant, il avait échangé sa place avec l'ombre du sorcier. On dit que depuis ce jour, un jeune homme au regard vide reste assis dans la case du vieux Bintou, tandis que le sorcier, lui, continue de veiller sur le village. Car en Afrique, on ne joue pas avec la magie, on ne la défie pas. On apprend à vivre avec, car parfois, le plus grand piège n'est pas ce que l'on prend, mais l'ombre que l'on laisse derrière soi. Dans nos villages, il y a des histoires que les vieux ne racontent qu'après le coucher du soleil, des histoires qui vous glacent le sang, même sous la chaleur écrasante de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous en raconter une. L'histoire du vieux sorcier. Celui qu'on appelait simplement le vieux. Personne ne connaissait son vrai nom, ni son âge. Il était là, aussi loin que les mémoires pouvaient remonter. Une silhouette courbée, appuyée sur un bâton noueux qui ressemblait plus à un serpent pétrifié qu'à du bois. Ses yeux, ses yeux. Ils étaient comme deux morceaux de charbon ardent, dans un visage raviné par le temps et les secrets. Le vieux ne parlait presque jamais. Il vivait à l'écart, dans une case en terre battue au pied du grand baobab sacré, celui que même les oiseaux les plus courageux évitaient. On disait de lui qu'il pouvait commander à la pluie de tomber ou de s'arrêter, que d'un simple regard, il pouvait faire cailler le lait dans le ventre de la vache ou rendre une terre fertile stérile pour des générations. Les villageois le craignaient, bien sûr. Il déposait des offrandes devant sa porte à la nuit tombée, un peu de mil, une igname, parfois un poulet. Pas par respect, non, par peur. Peur de ce qu'il pourrait faire s'il était mécontent. Un jour, une sécheresse terrible s'est abattue sur la région. Les puits étaient à sec. Les récoltes mouraient sur pied, le bétail tombait, la famine menaçait. Le chef du village, désespéré, a ravalé sa fierté et est allé voir le vieux. Il l'a supplié, lui a offert les plus belles chèvres de son troupeau pour qu'il fasse tomber la pluie. Le vieux l'a regardé avec ses yeux perçants et a secoué la tête. Il n'a prononcé qu'un seul mot, d'une voix rauque comme le frottement de deux pierres. Attendez. Les semaines passaient. La souffrance devenait insupportable. Les enfants pleuraient de faim. La colère a commencé à gronder plus fort que la peur. Un groupe de jeunes guerriers, mené par le plus fougueux d'entre eux, Kaël, a décidé que c'en était trop. Il disait que le vieux gardait la pluie pour lui, qu'il se délectait de leur misère. Une nuit, armés de torches et de machettes, ils ont marché vers sa case. « Sorcier, rends-nous la pluie ou nous prendrons ta vie !» Quand il criait, la porte de la case s'est ouverte lentement. Le vieux se tenait sur le seuil, plus frêle et plus petit que jamais. Il n'a montré aucune peur. Il a simplement levé sa main tremblante et a montré le ciel. Et c'est là que le twist de l'histoire arrive. Ce n'est pas ce que vous croyez.
Au moment où Kael levait sa machette, un éclair a zébré le ciel noir sans un bruit de tonnerre, puis un autre et un autre. Mais ce n'étaient pas des éclairs, c'étaient des fissures. Le ciel nocturne était en train de se craqueler, comme une poterie qui se brise. Et derrière les fissures, on ne voyait pas des étoiles, mais une lumière aveuglante, une chaleur insoutenable, comme si le soleil de midi allait les consumer en pleine nuit. Les guerriers, terrifiés, sont tombés à genoux. Le vieux a alors parlé, sa voix portant étrangement loin dans le silence. « Stupides enfants », a-t-il dit. « Depuis des semaines, je n'empêche pas la pluie de tomber. J'empêche le ciel de vous brûler. Je retiens le soleil qui veut dévorer la nuit. C'est ça mon fardeau, c'est ça ma sorcellerie. » Il a refermé son poing, et les fissures dans le ciel se sont refermées. Le noir profond est revenu, et dans ce silence absolu, une première goutte de pluie est tombée sur le front de Kael, puis une deuxième, et bientôt ce fut le déluge, une pluie salvatrice qui a duré 3 jours et 3 nuits. Personne n'a plus jamais revu le vieux. Quand la pluie s'est arrêtée, sa case était vide. Seul son bâton noueux était planté devant la porte. Certains disent qu'il a utilisé ses dernières forces pour réparer le ciel et faire venir la pluie. D'autres, qu'il était la pluie elle-même. Cette histoire nous rappelle une chose. Parfois, ce que nous prenons pour de la malveillance n'est qu'un sacrifice que nous sommes incapables de comprendre. Et les plus grands sorciers ne sont pas ceux qui jettent des sorts, mais ceux qui portent en silence les fardeaux qui nous protègent tous. Réfléchissez-y.